Monsieur le directeur général adjoint, mesdames et messieurs, merci d'être là pour cette matinale autour d'un grand sujet qui est à la fois AXA et l'assurance. C'est la première fois que je reviens au carré AXA. Je pense que pour beaucoup, c'est aussi une première. Bravo, je pense que c'est un signe de santé d'AXA, de la belle entreprise auquel vous appartenez depuis si longtemps. Et nous sommes, au titre de l'AEFR, très heureux de pouvoir échanger au cours de cette matinale dans ces locaux. Je vais essayer de pas être trop longue parce qu'il y a tant de sujets qu'on a envie de discuter avec vous qu'il faut vous entendre, mais en même temps, il faut un peu vous dire pourquoi pour l'AEFR, c'est important de pouvoir vous entendre. D'abord, votre parcours fait de vous un homme de l'assurance, à la fois l'UAP, avant que l'UAP soit AXA, mais aussi Generali. Donc, vous avez une vision des différents métiers. Et dans ces structures, vous avez exercé différents métiers. Donc, vous avez une vision très large des enjeux d'assurance, qui est pour nous très précieux. Mais vous avez aussi, en tant qu'AEFR, nous sommes Association Europe Finance Régulation. Et vous avez une vision qui n'est pas que française, qui n'est même pas que européenne, puisque vous avez une expérience japonaise, une expérience allemande, italienne, et d'autres. Donc c'est aussi pour nous très précieux, d'autant plus que je dirais pour l'AEFR, vous êtes là, notre interlocuteur ce matin, à double titre, d'abord comme directeur général adjoint d'AXA, mais aussi depuis un an comme président de Insurance Europe. Et pour nous, c'est évidemment tout à fait essentiel. J'ai lu un portrait de vous où vous dites qu'au fond, vous n'êtes pas un ingénieur, mais que les choses que vous aimez, c'est notamment la géopolitique. Donc je pense que dans vos fonctions, c'est un goût qui est d'une certaine actualité, et donc ce sera peut-être très intéressant pour nous d'avoir votre regard entre quels sont les enjeux d'assurance dans cet environnement géopolitique si bousculé, à la fois d'un point de vue de la stratégie des États, mais aussi des problématiques que l'assurance doit aborder, que ce soit le dérèglement climatique, la cybersécurité ou autres grands risques. Et dans ce dispositif, ça fait longtemps qu'à l'AEFR, nous nous préoccupons à la fois de développement durable, mais aussi de la question de l'assurabilité des grands risques. Et lorsque nous avons produit un de nos premiers debate papers, j'avais été frappée que les conclusions de ceux qui avaient rédigé le papier, au fond, disaient le système français, il est perfectible, il va être bousculé, mais est-ce qu'il est exportable au niveau européen? Chacun a son propre dispositif, et peut-être que c'est trop compliqué d'aller vers un dispositif européen. Et moi, je m'étais toujours dit, mais c'est quand même un peu bizarre, parce que si l'assurance est un domaine en libre service, en libre prestation de services et en concurrence, le fait d'avoir un régime CatNat ou un régime d'aide nationale en cas de catastrophe naturelle, ça fausse un peu la concurrence. Donc, comment est-ce que on avance au niveau européen sur ces sujets? Et puis, j'observe que dans les sujets que traite Insurance Europe, il y a évidemment le nerf de la guerre, Solva 2, vous nous en direz un mot, mais aussi un sujet dont on parle moins souvent à l'AEFR, et qui pourtant, dans le monde de l'assurance, mais aussi au-delà, est quand même un sujet qui nous préoccupe beaucoup, qui est celui de la Retail Investment Strategy. Qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont vos objectifs? Et peut-être aussi comment l'AEFR peut aider à faire progresser la pensée et les positions dans ce domaine. Voilà, je veux pas être beaucoup plus longue, mais encore une fois, au nom de l'AEFR, un immense merci d'être avec nous ce matin. Puis vous connaissez la règle, vous faites un exposé. Normalement, c'est un quart d'heure, 20 minutes, mais parfois certains débordent. Et on essaye quand même de garder un petit temps pour des questions-réponses, parce que, comme tenu de l'audience que vous connaissez en partie, j'imagine, vous doutez bien qu'il y aura des questions. Merci beaucoup. Merci madame de votre invitation. Bienvenue chez AXA. Vous voyez qu'au fond, pour ceux qui connaissaient AXA avant les travaux, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Ça ressemble à ce qu'on avait avant.
On a un grand sous-sol maintenant que vous voyez pas d'ici. Mais au fond, pas grand chose n'a changé. Ce qui n'est pas le cas de l'assurance. D'ailleurs, je réagis une seconde à ce que vous disiez. Moi, je me définis d'abord comme un assureur depuis 93 et j'en parlais avec mon ami Jean-Luc à l'UAP en 93. C'était une autre époque. Quand je pense qu'on n'avait pas de fonction risk management dans l'assurance à l'époque. C'était quand même s'imaginer ça. Bon, ceci étant dit, je voudrais vous parler aujourd'hui principalement de comment je vois les problématiques européennes dans le domaine de l'assurance, un tout petit peu d'AXA, et avant faire quelques commentaires liminaires sur le contexte. Alors premier commentaire, est-ce que nous vivons dans un monde plus dangereux? Je ne sais rien. J'ai tendance à penser que non. J'ai tendance à penser qu'on a vécu pendant 30 ans dans l'illusion d'un monde démocratique où les problèmes se régleraient par le commerce. On sait aujourd'hui que c'est pas le cas. Donc on vit peut-être pas dans un monde plus dangereux, mais on vit certainement dans un monde plus incertain. Et le secteur, nous, AXA, on a aujourd'hui beaucoup d'incertitudes parce qu'on a des incertitudes sur le front géopolitique et je vais pas en faire la liste. On a des incertitudes sur le front politique, en particulier en France. On a des incertitudes sur le plan économique et financier. On n'a vraiment aucune idée aujourd'hui d'où vont les taux, les devises. On ne sait jamais vraiment où ça va, mais encore moins aujourd'hui, si je peux dire, parce que tout ceci est impacté par des facteurs exogènes. Donc on n'a jamais eu autant d'incertitudes. J'aime à dire que notre job dans l'assurance et mon job chez AXA, c'est pas de faire des prévisions, c'est plutôt de faire du risk management et d'avoir bien brossé l'ensemble des scénarios, d'avoir regardé où ça nous menait. Le fait est qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'incertitudes et on a beaucoup de mal à avoir un scénario central, si je puis dire, pour travailler. Premier commentaire. Deuxième commentaire préliminaire. L'Europe dans tout ça. L'Europe dans tout ça, je dirais qu'il y a d'abord une bonne nouvelle, si on parle aux différents interlocuteurs, c'est que nous sommes conscients que nous avons un problème. Il y a 2-3 ans, on ne l'était pas. Nous sommes conscients que nous avons un problème parce qu'on a eu le rapport Draghi, parce qu'on a eu le rapport Letta, parce qu'on a eu le rapport Noyer, et puis parce qu'on voit bien ce problème est sous nos yeux. On a d'abord un problème de compétitivité. On en a d'autres, mais on a d'abord un problème de compétitivité. Donc la bonne nouvelle, c'est que personne ne vous dira aujourd'hui qu'on n'a pas ce problème de compétitivité. La moins bonne nouvelle, c'est que c'est pas facile à résoudre. Alors moi, je suis à peu près sûr, j'ai un naturel plutôt positif et optimiste, je suis à peu près sûr que l'Europe demain sera mieux que l'Europe hier. C'est-à-dire qu'on a un problème, on le sait, on va avancer quand même dans la bonne direction. Le sujet, c'est que pour le moment, on n'a pas vu grand-chose en termes de solutions, de réformes, etc. Beaucoup de déclarations d'intention, mais on n'a pas vu grand-chose. Et c'est pas très facile à résoudre, comme je l'ai dit. On a des institutions dont le rôle principal est de produire de la norme, de la réglementation. Et là, aujourd'hui, on leur dit, faites en sorte que l'Europe soit compétitive. C'est un autre métier. Donc, je suis plutôt positif, mais je sais pas si on va aller assez loin dans la mise en œuvre des solutions. Et si on regarde aujourd'hui où on en est par rapport aux mesures, par exemple, préconisées par le rapport Draghi, on n'a pas fait grand-chose. Donc ma deuxième réflexion, c'est celle-là. C'est l'Europe va probablement aller dans la bonne direction. Est-ce qu'on va aller assez vite, assez loin, etc. J'en sais rien. Dernière réflexion préliminaire, le secteur de l'assurance dans tout ça. Alors c'est intéressant de voir que on a encore en Europe un secteur de l'assurance très varié. On a des grandes et des petites sociétés, on a des sociétés anonymes, on a des mutuelles, et c'est très bien. Et au fond, puissant et compétitif au plan mondial. 5 des grandes sociétés d'assurance dans le monde sont
européennes, où 2 des 5 grandes sociétés d'assurance dans le monde sont européennes. Ce qui n'est pas le cas, alors il y a sûrement des banquiers, des asset managers dans l'assistance, mais c'est pas le cas de la banque ou de l'industrie de l'asset management. Au plan mondial, on n'a plus de très grandes banques ou de très grandes sociétés d'asset management. Elles sont à peu près toutes américaines. C'est encore le cas pour l'assurance. Et ça serait bien qu'on le préserve, ou voire même qu'on l'augmente, si je puis dire. C'est-à-dire c'est bien qu'on ait un secteur de l'assurance encore compétitif et varié et puissant en Europe. Alors, au-delà de tout ça, quels sont les grands sujets en Europe aujourd'hui pour l'industrie de l'assurance? Je veux dire qu'on a une ambition, si je regarde Insurance Europe, on a une ambition et on a quelques priorités. Alors l'ambition, quelle est-elle? L'ambition, c'est de contribuer à la compétitivité en Europe et à la simplification du contexte législatif et réglementaire. Pas facile, mais c'est important. C'est important qu'on puisse démontrer que, en tant qu'industrie de l'assurance, on fait partie de la solution. Et c'est vrai qu'on fait partie de la solution. Et d'ailleurs, l'Europe l'a en partie compris. Je dirais pas qu'on fait partie des priorités de l'Europe aujourd'hui. L'Europe a bien d'autres priorités, la défense, l'industrie automobile parce que c'est l'emploi, la transition énergétique parce que c'est évidemment très important, etc. Donc on fait peut-être pas partie des grandes priorités de la Commission et du Parlement, mais la Commission et le Parlement commencent à comprendre qu'on fait partie de la solution. Alors en fait, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est notre bilan. Alors, on a un bilan. On va dire qu'on a 10 trilliards de bilan, et donc on est une partie de la solution pour financer les grandes priorités de la Commission et du Parlement. Alors il faut être modeste parce que BlackRock c'est plus de 10 milliards, alors c'est pas exactement un bilan, mais enfin c'est plus de 10 trilliards d'actifs sous gestion. Mais bon, 10 trilliards, c'est quand même un chiffre important à l'heure où l'Europe doit financer l'ensemble de ses priorités, la transition énergétique, la transition digitale, la réindustrialisation, la transition énergétique. Donc on peut être utile, et puis on peut être utile dans d'autres domaines. On peut être utile, et j'y reviendrai. Donc, pour moi, et pour l'industrie, et pour Insurance Europe, on veut démontrer qu'on fait partie de la solution, mais que ça doit être, entre guillemets, win-win. C'est-à-dire que pour faire partie de la solution, il nous faut également un cadre législatif et réglementaire qui soit d'abord plus simple. Je demande pas de financement, je demande pas de subvention, mais on demande un cadre réglementaire et législatif plus simple. On a produit beaucoup de normes ces dernières années, directement impactant l'industrie de l'assurance, ou des normes adjacentes qui impactent l'industrie de l'assurance. On est clairement en Europe champion du monde de la législation et de la réglementation. Et en France, on est champion d'Europe. Donc ouais, c'est beau. On est en Europe, on est champion du monde, et en France, on est champion d'Europe. Mais il faudrait qu'on comprenne que la législation et la réglementation, c'est pas toute la solution. On n'est pas pour une déréglementation sauvage. On est évidemment bien conscient qu'on a besoin de bonnes législations, de bonnes réglementations. Mais la solution, c'est pas forcément une nouvelle loi ou une nouvelle réglementation. Et notamment, dans un certain nombre de domaines, on aimerait qu'on change d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on soit un peu plus pragmatique et qu'on se dise, avant de légiférer ou avant de réglementer, on va expérimenter. On a par exemple une réglementation, une législation magnifique sur l'intelligence artificielle. C'est beau, mais on ne sait pas ce que l'intelligence artificielle va être dans 2 ans. Donc, soyons pragmatiques, arrêtons de produire de la norme et de la réglementation. Donc, notre ambition générale, c'est de contribuer et de démontrer que nous faisons partie de la solution, et on
On a envie de contribuer, mais on a besoin que l'Europe cesse de légiférer ou de réglementer sur tous les sujets. Ça, c'est notre ambition générale. Ensuite, on a quelques objectifs concrets. Alors, notre premier objectif concret, c'est de contribuer à la Savings and Investment Union, l'ancienne CMU. C'est clairement le grand sujet en Europe aujourd'hui. C'est peut-être le plus grand sujet, parce qu'on a énormément de besoins de financement. Et sur je les ai cités, la défense, la transition énergétique, les différentes transitions vertes et autres. Et il est clair que on n'a pas assez de financement long en Europe. C'est un gros sujet. Alors qu'on est un pays d'épargnants. On est un pays d'épargnants beaucoup plus que les Américains. Donc on est un pays d'épargnants, mais on n'a pas d'épargne longue qui finance l'ensemble de nos priorités. C'est quand même un immense paradoxe. Et on l'a pas parce qu'on n'a pas de marché unique des capitaux en Europe, parce qu'on n'a pas de fonds de pension, parce qu'on n'a pas de focus sur ces sujets et on n'a pas de façon générale de culture et de produits d'épargne long. C'est ça le vrai sujet. Alors on a différentes façons d'aborder ce sujet de la Savings and Investment Union. Et il faut l'aborder de différentes façons. On peut se dire, on va harmoniser les réglementations et les législations en Europe. On essaye depuis 15 ans. C'est compliqué parce que c'est le droit des faillites, parce que c'est la fiscalité, etc. On peut l'aborder de façon plus pragmatique en disant qu'il nous faut des produits d'épargne longs en Europe. Et on avait pas mal bossé là-dessus dans le contexte du rapport Noyer. Je pense qu'il faut faire les deux. On ira plus vite en promouvant des produits d'épargne longs en Europe avant de tout harmoniser, avant d'harmoniser le droit des faillites et la fiscalité en Europe sur les produits d'épargne. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, donc j'aurai ça comme ambition, mais j'irai d'abord sur la promotion de produits d'épargne longs en Europe. On avait proposé dans le rapport Noyer les fameux labels, qui a une idée qui a plutôt accroché. J'espère qu'on va labelliser un certain nombre de produits, mais au fond, la grande idée, c'est quand même la retraite par capitalisation en Europe. Alors, qui est un peu discutée en France aujourd'hui. Pourquoi c'est la grande idée? Parce que, d'abord, elle n'est pas incompatible avec la retraite par répartition. C'est une idée qui est complémentaire. Ensuite, on sait bien que les lois de la démographie font partie des lois les plus certaines qui existent dans le monde. Et on sait bien qu'on va avoir un problème de financement de la retraite par répartition. Et donc la retraite par capitalisation est un complément utile. Et ensuite, la retraite par capitalisation permet d'investir dans des actifs risqués et longs. Et encore une fois, c'est ce dont on a besoin en Europe. C'est-à-dire que le citoyen européen moyen est au fond conscient, mais il n'a pas d'instrument pour épargner à long terme. Quand est-ce que ça va venir? Je ne sais pas. Je suis convaincu qu'on va avoir de la retraite par capitalisation en Europe. Enfin, on en a aux Pays-Bas, on en a au Danemark, on en a en Suède. On voit que ça marche. Je ne sais pas exactement quand ça va arriver. Je ne sais pas exactement sous quelle forme. Je ne sais pas qui va gérer ces fonds de pension dans les différents pays européens. Je suis très convaincu que ça va arriver dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la Savings and Investment Union, qui encore une fois comprend un certain nombre de sujets difficiles à traiter, de création d'un marché, peut-être d'un régulateur dans un certain nombre de sujets européens, et puis des sujets plus pragmatiques et concrets qui sont comment est-ce qu'on va financer la retraite en Europe et comment est-ce qu'on va
donner accès à nos citoyens et aux entreprises à une épargne longue qui va permettre d'investir dans des actifs risqués et pas seulement dans le livret A. J'ai rien contre le livret A, mais ça favorise pas l'épargne longue et l'épargne risquée. Donc là, nous, en tant qu'industrie de l'assurance Insurance Europe, bon, c'est forcément, comme c'est une priorité européenne, notre première grande priorité, c'est celle-là. Une deuxième priorité qu'on a, c'est les catastrophes naturelles. Alors les catastrophes naturelles, parce que c'est un sujet non traité en Europe aujourd'hui. Alors c'est un sujet sur lequel en France, on a un bon système, on a un bon partenariat public-privé. On l'a rénové l'année dernière et c'est une bonne chose. Mais de façon générale en Europe, on n'a pas de partenariat public-privé sur l'assurance des catastrophes naturelles. Ce qui conduit au fait, comme vous l'avez lu dans le dernier rapport, je suis sûr que c'est votre livre de chevet, le dernier rapport EIOPA, Banque Centrale Européenne, publié en décembre, donc le deuxième rapport sur ce sujet, on voit que la Commission, au fond, finance les catastrophes naturelles ou intervient en cas de catastrophe naturelle en Europe pour des montants compris entre 20 ou 30 milliards tous les ans, sans cadre bien défini. Donc elle pioche dans ses fonds d'urgence, mais elle intervient sans cadre bien défini. Donc il y a de grandes inégalités en Europe. Certains citoyens ou certaines entreprises, en fonction d'où vous vivez, sont plutôt pas mal protégés. D'autres ne le sont pas. Et c'est pas un sujet facile à traiter. C'est pas un sujet facile à traiter parce que qui dit partenariat public-privé dit que il y aura des transferts. Qui dit partenariat public-privé européen dit qu'il y aura des transferts entre les différents pays européens. Alors dès qu'on parle de transferts entre les pays européens, c'est un sujet compliqué et délicat. Moi, je pense qu'il faut sur ce sujet d'abord s'assurer qu'on a une industrie de l'assurance prospère et compétitive qui est capable de traiter la plupart des sujets de catastrophes naturelles en Europe. C'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est de s'assurer qu'on a des systèmes nationaux. Et les problématiques sont pas les mêmes dans tous les pays, donc je pense que les systèmes doivent être d'abord nationaux. Et peut-être qu'ensuite, qu'il faut qu'on ait un système pan-européen. Après, c'est assuré qu'on avait encore une fois une industrie de l'assurance compétitive sur ces sujets, et c'est assuré qu'on avait des systèmes sur les catastrophes naturelles nationaux. Alors, vous savez que l'Italie progresse sur ces sujets. Vous savez que l'Allemagne a mis ce sujet des catastrophes naturelles sur le nouveau gouvernement a ce sujet dans son pacte gouvernemental. Donc, les sujets progressent. Je ne sais pas exactement où ça va atterrir, mais je sais que les sujets progressent et vont progresser. Notre troisième grand sujet, c'est de démontrer que en Europe, l'industrie de l'assurance a une proposition de valeur claire et que on peut l'augmenter et qu'on peut encore une fois faire partie de la solution. C'est un sujet d'industrie de l'assurance compétitive, c'est un sujet de compétitivité prix évidemment, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'industrie de l'assurance, c'est pas exactement l'industrie de l'asset management. On a des solutions à offrir dans beaucoup de domaines. J'ai parlé de la retraite, je peux parler de la santé, j'ai parlé des catastrophes naturelles, je parle de la prévoyance de façon générale. Donc l'industrie de l'assurance a une valeur ajoutée sur tous ces sujets, et elle peut contribuer à rendre notre économie plus compétitive. On a un peu trop tendance à mettre l'industrie de l'assurance et l'industrie de l'asset management en compétition. Alors on est partiellement en compétition sur les produits d'épargne, mais sur la majeure partie des sujets, nous ne sommes pas en compétition avec l'industrie de l'asset management. Alors on l'est sur la retraite, et c'est évidemment que sur la retraite, toutes les industries rêvent de prendre une part du secteur de la retraite, que ce soit l'asset management, que ce soit l'assurance. Bon, donc on l'est partiellement, mais on l'est pas complètement. Donc ce sujet qui est de démontrer que l'industrie de l'assurance a une proposition de valeur
pour l'économie et une partie, et donc, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, et une partie de la solution dans un grand nombre de domaines, c'est une troisième priorité. Et la dernière priorité qu'on a, est relative à tous les sujets de données, de technologie et d'intelligence artificielle. Le fuel de l'assurance, ce sont les données. C'est ça qui nous permet d'être compétitifs. Et aujourd'hui, en Europe et en France, on a plutôt tendance à être champion de la protection des données individuelles, de la privacy, je cherche le bon mot français, et c'est bien, et ça nous va, mais si on veut être compétitif, on doit aussi donner aux différentes industries un certain accès aux données de façon anonymisée, et c'est vrai notamment dans l'assurance santé, mais pas seulement. Et aujourd'hui, la tendance, ou jusqu'à maintenant, ou ces dernières années, la tendance a plutôt été de ne pas donner accès à l'industrie de l'assurance aux données. Donc, il y a un sujet, encore une fois, sur l'assurance santé, mais il y a un sujet sur la mobilité. Alors, sur la mobilité, c'est plus compliqué parce que il y a différentes industries qui voudraient avoir la propriété des données. Enfin, il y a l'industrie du logiciel, on va dire essentiellement américaine. Il y a l'industrie automobile qui est européenne et qui est peut-être en train de devenir chinoise. Et puis, il y a l'industrie de l'assurance. Enfin, on a tous envie d'avoir accès aux données dans le domaine de la mobilité. Mais aujourd'hui, on n'a pas bien répondu à cette question en Europe. Et on n'a pas non plus bien répondu au sujet sur l'intelligence artificielle. Alors, on a une belle réglementation sur l'intelligence artificielle, ce qui ne veut pas dire qu'on va être compétitif sur ces sujets. Et encore une fois, on est assez partisans, nous, de dire expérimentons avant de légiférer ou de réglementer. Quand on ne sait pas comment une industrie va évoluer dans les 2 ans qui viennent, avoir le meilleur cadre réglementaire du monde sur l'intelligence artificielle, c'est pas forcément un facteur de compétitivité. Alors, on est convaincu qu'il faut un cadre réglementaire, mais on est convaincu qu'il faut pas aller trop vite pour réglementer. Donc ça, c'est nos 4 grands sujets pour Insurance Europe. Alors, ensuite, on a tout le renov de toutes les réglementations envisagées au cours des dernières années. Donc, c'est la Retail Investment Strategy dont on ne sait pas très bien où elle va. C'est FIDA. C'est tout ce qu'on a envisagé encore une fois, dans un grand mouvement de réglementation en Europe et dont on ne sait pas très bien où ça va atterrir. Et parfois, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Donc, il faut aussi bien gérer ce runoff. Il faut bien gérer le runoff également de Solvency II, donc sur lequel on devrait avoir. Alors, on a déjà quand même des idées assez claires sur la nouvelle mouture de Solvency II. On a les niveaux 2 et 3 sur lesquels on devrait avoir une idée plus claire autour de l'été. Et c'est un sujet important pour la compétitivité de l'industrie de l'assurance européenne, d'autant plus qu'un certain nombre d'aires dans le monde s'inspirent des bons principes de Solvency II, parce que Solvency II a fondamentalement des bons principes, mais en ayant des cadres réglementaires moins exigeants. C'est vrai de l'Asie, c'est vrai maintenant de l'Angleterre, c'est vrai des États-Unis, qui veulent tous avoir des principes risk-based, mais en étant moins exigeants. Donc, où est-ce que ça va atterrir? C'est un sujet important pour nous. Alors, AXA dans tout ça, et je conclus là-dessus, avant de répondre à vos questions. Bon, AXA, c'est la 2e compagnie d'assurance au monde. Si j'exclus les grands assureurs santé américains, qui sont un peu des animaux différents, mais si j'exclus les grands assureurs santé américains, AXA est la 2e compagnie d'assurance au monde. La première, c'est Allianz, donc c'est deux Européens. AXA va bien. AXA
a beaucoup changé et n'a pas beaucoup changé à la fois depuis l'époque BBR. AXA, en termes de footprint, a défini que nous étions seulement, on a défini qu'on était un assureur et seulement un assureur. Donc, nous ne sommes plus un asset manager, nous ne le serons plus au mois de juillet, parce que on considère que c'est difficile d'être compétitif dans tous les métiers. Donc, on a décidé d'être compétitif dans le domaine de l'assurance. On a décidé d'être 50% B2B et 50% B2C. Donc, un très gros assureur des entreprises, enfin, entreprises et employés bénéfices. Peut-être le plus grand au monde. Alors, Chubb ou Zurich aiment à dire aussi on va dire qu'on est dans les top 3 dans le monde en termes d'assurance des entreprises. Mais on reste un assureur retail important, donc 50% B2C. Mais le B2B, on veut être par essence un assureur à vocation mondiale, parce que pour assurer les grandes entreprises, il faut être à peu près partout, alors que le B2C sont des métiers qui sont locaux. Et donc, autant sur le B2B, on dit qu'on veut être partout, autant sur le B2C, on dit qu'on ne peut pas et on ne veut pas être partout. Il faut qu'on soit là où on peut être compétitif. Donc, c'est essentiellement l'Europe occidentale, le Japon, Hong Kong et une quinzaine de pays émergents. Et ça ne changera pas. On n'a pas les moyens d'être compétitif en retail, par exemple, aux États-Unis. Donc, on a bien défini notre footprint et on a bien défini où on voulait être. Une autre façon de voir les choses, c'est ce qu'on veut dire, c'est de dire qu'on veut être présent à la fois en assurance dommage et en assurance vie et santé. Donc l'assurance dommage, c'est 50% du groupe AXA, 2 tiers entreprise, 1 tiers retail. 20% du groupe AXA, c'est l'assurance santé. 30%, c'est l'assurance vie. Et ce ne sont que des métiers stratégiques. On avait un peu levé le pied sur l'assurance vie ces dernières années du fait du contexte de taux zéro. Les taux zéro, ça fait peur pour un assureur vie. Et le contexte ayant changé, on réaccélère sur l'assurance vie. On est conscient que l'assurance vie, ça a beaucoup de potentiel, notamment dans le contexte des besoins en termes d'assurance retraite. L'assurance santé est un facteur différenciant pour AXA par rapport à nos grands concurrents européens. Allianz, Generali, Zurich font pas tellement d'assurance santé. Pour nous, 20 milliards, c'est quand même c'est un business important. On ne le fait pas aux États-Unis. On n'a pas les moyens de le faire aux États-Unis, c'est vraiment un marché très différent. Mais en Europe, dans les pays émergents, au Japon, à Hong Kong, en Chine, on veut être un assureur santé de premier plan. Donc, AXA a une idée claire de ce qu'on veut être et on a des doutes. Et je terminerai par ces doutes. Encore une fois, on a quelques certitudes ou convictions, plutôt je préfère employer le mot de conviction que certitude, et on a des doutes. On a des doutes sur l'impact de la technologie sur notre métier. On est de plus en plus convaincu que l'intelligence artificielle va avoir des impacts extrêmement importants sur l'industrie de l'assurance, et on le voit concrètement chez nous. On voit qu'en termes, si je prends l'exemple de l'automatisation, on voit qu'on est en train de faire des choses qu'on n'imaginait pas il y a 2 ans. Donc le doute, c'est jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va transformer l'industrie de l'assurance. On pense aujourd'hui que ça va avoir des impacts profonds sur l'industrie de l'assurance. Donc ça, c'est plutôt sur l'usine. On a des doutes également sur la distribution. Si je reprends l'histoire, il y a 20 ans, tous les grands cabinets de conseil nous disaient les agents, les courtiers, c'est fini.
l'assurance va être distribuée de façon digitale. Je comprends le raisonnement. L'assurance, c'est un bien immatériel, si je peux dire. Un produit immatériel. Donc, 20 ans après, on peut dire qu'ils se sont trompés. Les agents, les courtiers n'ont pas disparu et n'ont même jamais été aussi prospères. Et c'est lié en grande partie au fait que, au fond, nos clients ont besoin de bons conseils. Et ils ont besoin de conseils de la part de quelqu'un en qui ils ont confiance. Et c'est en général l'agent, c'est en général le courtier. Et ça fait que les courtiers et les agents ont réussi à rester au centre de l'industrie. Et on pense qu'ils vont rester au centre de l'industrie. Ceci dit, on voit que la distribution directe croît. La distribution directe croît. D'abord dans l'industrie bancaire. Revolut et Boursorama sont de réels success stories. Mais également dans l'industrie de l'assurance. Direct Assurance en France est une success story. Linea Directa est une success story. Les Anglais en Angleterre, l'assurance directe est extrêmement développée. Donc on ne sait pas bien prévoir l'équilibre final. On sait que les agents et les courtiers vont rester très importants parce qu'encore une fois, les personnes individuelles, les entreprises ont besoin de conseils, mais on voit également que l'assurance directe croît, là où l'assurance croît de façon générale à un rythme de 5-6% par an, je simplifie, l'assurance directe croît plutôt à des rythmes de 15% par an. Aujourd'hui, les grandes sociétés d'assurance directe ont plutôt une croissance de 15% par an. Donc on a à la fois des convictions, et je m'arrête là, et des doutes. La beauté de notre métier, c'est que nous avons, et je finis là-dessus, un rôle économique et social très important, et j'ai bien dit économique et social. Alors bien sûr, nous sommes des sociétés anonymes, bien sûr nous devons gagner de l'argent, bien sûr il faut qu'on gagne de l'argent pour être prospère et se développer, mais on a également un rôle social extrêmement important. Et je m'arrête là. Merci. J'étais un peu plus long que ce que vous m'aviez donné. Non, j'avais dit que ça allait déborder, donc vous avez été parfaitement dans la certitude. Non, un grand merci parce que vous avez fait exactement le panorama dont on a besoin à la fois de comprendre où est AXA, ce que ça représente, sa force et sa vision des enjeux, et puis avec cette dimension européenne très très importante. Et avant d'ouvrir la séance des questions à la salle, je voudrais quand même revenir peut-être sur 2 points. Vous avez mentionné FIDA, mais vous ne l'avez pas relié à votre précédent sujet qui était dans vos objectifs sur la question des données. Or, on voit bien que dans ce qui fait que c'est pas une législation facile à faire déboucher ces enjeux de maîtrise de la donnée, etc. Sur la donnée, il se trouve que mais vous deviez faire partie de la cohorte il y a 20 ans. Il y avait un débat en disant, au fond, les Américains considèrent la donnée comme une matière première matérielle, et les Européens considèrent que la question de la personne prévaut dans la hiérarchie des valeurs par rapport à la marchandisation de la donnée. Bon, ça c'est l'ADN des deux sociétés d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, on est confronté à cette montée en puissance de la financiarisation de la donnée. Et donc, pour un groupe AXA, c'est pas facile parce que vous êtes de culture européenne, même si vous êtes le premier ou le deuxième mondial, et en même temps, donc pour être compétitif, il faut s'adapter à l'état du débat mondial, mais il faut quand même ne pas perdre son ADN. Donc, comment est-ce que vous voyez se déboucher sur FIA? Et puis deuxième question sur l'IA. J'ai vu quelque part que pour vous ça devait être frugal, fiable et éthique, tout en disant que peut-être l'IA Act est venu trop
tôt, si je vous ai bien compris, et qu'on a besoin d'expérimentation. Au fond, si vous parliez demain matin avec Madame von der Leyen sur l'IA, vous lui demanderiez de faire quoi? Alors, bon, d'abord sur la donnée, vous avez tout à fait raison. C'est un sujet de société. La difficulté, c'est que privacy absolue et compétitivité peuvent être incompatibles. C'est-à-dire que si on se bat, alors vous avez parlé des Américains, je ne parle pas des Chinois qui sont également, on va dire, dans le camp américain. Si on dit que les données ne sont accessibles à personne, on n'a pas d'industrie compétitive. Donc c'est beau d'un point de vue citoyen, mais on n'a pas d'industrie compétitive, on n'a pas d'industrie technologique compétitive, on n'a pas de, et ça s'étend à d'autres domaines. Donc, comme dans beaucoup de domaines dans la vie, c'est un dilemme et il faut trouver les bons équilibres. Et les positions excessives sont pas les meilleures positions. Donc, on sera jamais américain ou chinois, mais on a quand même envie d'avoir des industries et une économie compétitive, parce que si on n'a pas une industrie et une économie compétitive, on ne peut pas financer notre économie sociale, etc., etc. Donc moi, je suis pas pour se précipiter sur FIDA. En revenant sur mon bon principe de dire expérimentons avant de réglementer et de légiférer, je serais plutôt pour qu'on ouvre le FIDA sur un certain nombre de sujets concrets en essayant d'identifier des bons use cases. On dit là, FIDA pourrait avoir une valeur ajoutée et voyons si ça marche avant de faire une grande réglementation à 360 degrés qui essaye de tout réglementer. Donc, essayons. Donc je suis pas un grand fan de FIDA parce que FIDA est coûteux et on n'a pas démontré exactement où ça allait marcher et où ça allait avoir de la valeur ajoutée. Donc je serais pour expérimenter, ouvrir la porte dans un certain nombre de domaines, démontrer que ça peut marcher et ça peut avoir une valeur ajoutée avant de l'étendre progressivement. C'est la position AXA et c'est la position Insurance Europe. Alors, on a eu du mal sur FIDA à trouver des positions claires parce que il y avait un certain nombre de pays qui ont été plus courageux que d'autres, mais aujourd'hui, la position d'un certain nombre de pays et qu'adopte Insurance Europe, c'est de dire qu'on ralentit le rythme sur FIDA, on essaye de trouver des bons domaines d'application et ensuite on voit. C'est-à-dire pas de réglementation, pas de législation précipitée à 360 degrés avant d'avoir expérimenté. Sur l'IA, au fond, c'est le même sujet. On dit pas qu'il faut pas, on veut une IA frugale, fiable et éthique. Et là encore, j'allais dire, les positions d'AXA et d'Insurance Europe sont alignées. Mais là encore, ce qu'on dit, c'est on ne peut pas tout prévoir et tout réglementer avant d'avoir expérimenté. Donc on aimerait bien définir un certain nombre de domaines, de use cases avec la Commission, avec le Parlement, sur lequel on aurait, entre guillemets, plus de liberté en se disant que on observe ce qui se passe et éventuellement on l'étend. Quand je vois que dans l'assurance, on a défini que, j'allais dire un peu de façon arbitraire, qu'un certain nombre de domaines dans l'assurance étaient high risk, ça m'interpelle. Je pense qu'on l'a pas assez regardé, étudié, discuté. On l'a pas assez expérimenté sur des cas concrets avant de déclarer que dans l'assurance, il y a un certain nombre de domaines qui sont high risk. Regardons-le et expérimentons-le de façon
encadré et sous observation, entre guillemets, et regardons où sont vraiment ces risques avant de faire la plus belle réglementation du monde. Donc pour moi, c'est une question d'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est de dire la priorité n'est pas de réglementer à 360 degrés tout de suite. Il y a pas de menace telle qu'on ait besoin de réglementer tout de suite. Gardons en tête qu'on doit aussi avoir une économie compétitive. Donc, oui, on veut protéger les citoyens sur les sujets de privacy, bien sûr. Bien sûr qu'on veut pas que les données de nos citoyens en termes de santé soient dans la nature, de façon nominative, etc. Mais bien sûr qu'il y a un certain nombre de garde-fous à avoir. Mais essayons de trouver les bons équilibres avec un bon dialogue entre ceux qui font les lois, les lobbies de consommateurs et l'industrie. Et je pense pas que ça soit ce qu'on a fait. C'est-à-dire que l'état d'esprit, ça a été, on veut absolument légiférer et réglementer sans tellement de se préoccuper des conséquences. Et c'est pour ça que c'est compliqué à changer, parce que c'est vraiment une question d'état d'esprit. Mais quand vous avez, et ne répétez pas ce que je vais dire, mais quand vous avez à la commission des gens compétents, brillants, etc., mais dont le job est de faire de la réglementation, c'est difficile de leur dire « asseyez-vous, réfléchissons ensemble, définissons des use cases concrets, et n'essayons pas d'avoir la plus belle réglementation au monde tout de suite ». C'est pour ça que c'est compliqué. C'est une question de culture et d'état d'esprit. Un grand merci. Et maintenant, la parole est à la salle. Je sens Benoît Juvigny prêt. Mais on va vous donner un micro pour l'enregistrement. Merci beaucoup, Monsieur de Courtois, pour cet exposé très complet, très, très intéressant. Ma question serait relative aux retraites par capitalisation. Vous avez évoqué ce sujet-là. Il est important. Elle a deux facettes. La première, j'aimerais comprendre, quand vous dites que vous voulez un développement de la retraite par capitalisation en France à moyen terme, quand je vois aujourd'hui les problèmes d'équilibre et de négociation sur la retraite par répartition, quand je vois aussi le PER qui petit à petit progresse gentiment, même s'il est petit en macro, mais il progresse quand même, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, quelle est votre préconisation concrète pour que dans l'équilibre financier français, ces retraites par capitalisation se développent beaucoup plus vite? Deuxième question liée, qu'est-ce qu'on en fait après en termes d'investissement? Parce que dans le débat, je trouve souvent qu'on oublie, je connais bien les retraites par capi hollandaises, elles investissent pas dans l'économie hollandaise. Elles investissent dans l'économie mondiale à long terme, et notamment américaine. Si on fait des retraites par capi en France, en Europe, on va créer une préférence nationale. Je vois pas comment ça marcherait. Donc, européenne, ce serait déjà une révolution culturelle chez beaucoup de nos amis européens qui, à mon avis, sont pas prêts d'accepter cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne question. Alors d'abord, je reviens. C'est pas que je veux une retraite par capitalisation. Ce que je dis, c'est la retraite par capitalisation d'abord est une solution à deux grands sujets qu'on a, qui va être la difficulté à maintenir des retraites par répartition à 100% et à des niveaux acceptables du fait des lois de la démographie. Et elle est également une solution au fait qu'on n'a pas d'épargne longue dans des actifs risqués en Europe. Les gens mettent leur argent dans des livrets A, et donc c'est deux grands problèmes qu'on a aujourd'hui. Et donc je dis la retraite par capitalisation est une solution possible sur ces deux sujets. Et j'ajoute qu'en France, parce qu'en France on est un pays plein de paradoxes, on a des débuts de retraite par capitalisation, comme vous l'avez dit à juste titre, aussi bien de la retraite, on va dire, pilier 3 avec le PER individuel, que des retraites collectives, notamment dans la fonction publique, mais pas partout. Donc on est un pays profondément inégalitaire sur ce sujet. Aussi bien sur la retraite individuelle, puisqu'au fond le PER est un bon produit, mais essentiellement pour les gens qui payent l'impôt.
Je trouve ça absolument dingue que on ait un produit qui marche bien, mais qui au fond soit favorable qu'à 50% de la population. C'est complètement dingue. Et la retraite par capitalisation qu'on a au fond essentiellement dans la fonction publique. Je simplifie. Complètement dingue aussi. Donc non seulement c'est la solution à un certain nombre de grands sujets qu'on a, mais aujourd'hui on a commencé, mais c'est un sujet profondément inégalitaire en France. Je n'ai pas vraiment la solution. Je n'ai pas vraiment la solution. Je dis qu'en France, on va continuer à avancer dans cette direction à petits pas. Je m'attends pas à un Big Bang demain sur ce sujet, mais il faut continuer à progresser. Quelle est la solution? Je l'ai pas. Est-ce que c'est mobiliser l'épargne salariale? Parce qu'en même temps, on veut pas augmenter le coût du travail. On le sait. Donc c'est ça. Donc l'État n'a pas l'argent. On veut pas augmenter le coût du travail. Donc est-ce que c'est mobiliser une partie de l'épargne salariale? Est-ce que c'est avancer à petits pas pour étendre le champ d'action du PER? Alors ça coûtera forcément un peu vers les populations qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est se mettre d'accord avec le MEDEF pour étendre les régimes collectifs, encore une fois en mobilisant l'épargne salariale? J'ai pas la solution immédiate. Ce que je sais, c'est que au cours de la prochaine génération, on n'a probablement pas d'autre solution. Donc, il faut continuer à avancer. Ensuite, sur votre point, qui était d'ailleurs évoqué par le rapport Noyer, on peut très bien définir des seuils d'investissement dans l'économie européenne. Alors, je ne sais pas quel est le bon niveau. Le drame d'aujourd'hui, que je trouve le rapport Noyer a bien mis en évidence, c'est que on épargne et on finance l'économie américaine. Bon. Notamment parce qu'on n'a pas de bons supports d'investissement en Europe, et notamment parce que l'économie américaine, jusqu'à aujourd'hui, a été plus attractive en termes de performance, et la bourse américaine a été plus attractive en termes de performance. Mais on pourrait tout à fait définir que 70 ou 80% des investissements, ça me paraît difficile de dire que ça soit 100%, mais que 70 ou 80% des actifs de ces fonds soient investis en Europe. Ça me paraît possible. Ça serait une petite révolution, oui, mais ça me paraît une petite révolution possible. Pas si j'ai répondu à votre question. J'ai une bonne Je ne dis pas qui devrait gérer tout. Encore une fois, qui devrait le gérer. Enfin, je suis même pas sur ces sujets. J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que l'AEFR a dans ses tuyaux la préparation d'un debate paper sur les enjeux de mobilisation de l'épargne salariale. Donc je pense que ça peut être un support pour des réflexions qui peuvent vous intéresser, notamment comment réconcilier une épargne abondante et besoin d'investissement long terme. En vous écoutant sur les enjeux de la préférence européenne, je me dis qu'il y a un précédent qu'il faudrait peut-être qu'on regarde, parce qu'il y a un secteur où on l'a fait, c'est le domaine de la culture, où on avait défini une obligation de programmation et de production européenne avec des quotas, avec des seuils. Donc, ça a plutôt bien marché. Je disais d'ailleurs que M. Trump, ce matin, voulait mettre des droits de douane sur le cinéma. Oui, oui. Donc lui aussi va dans cette direction. Bon, je dis pas que tout le financement du cinéma est facile, hein, mais il y a quand même eu une politique très volontariste qui a eu des éléments de succès. Donc bon, c'est un partage de réflexion. Alors, il ne paraît pas possible. C'est une préférence nationale par pays. C'est-à-dire que j'irais vers une préférence européenne. Il ne faut pas exagérer. Dans le domaine de la culture, c'est ça qu'on a fait. Hein. Absolument. Donc, Madame. Avec le micro aussi. Sur solvabilité 2, donc on a déjà le niveau 1. Sur les niveaux 2 et 3, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses vraiment possibles pour améliorer la compétitivité, ou est-ce que l'essentiel est déjà parti et on n'aura finalement pas un régime qui favorise la compétitivité, pas plus qu'aujourd'hui? Je pense que ce qui a été voté par le Parlement, c'est pas mal. Donc, on peut toujours rêver d'avoir mieux.
mais c'est pas mal. Ensuite, niveau 2 et 3, on est le niveau 1, c'est une décision ça a été une décision politique. Le niveau 2 et 3, c'est un peu de guérilla réglementaire. Et il faut s'assurer que on revienne pas sur les acquis du niveau 1 par la porte de derrière. Ce qui est quand même toujours la tentation en Europe. Je dirais qu'aujourd'hui, je m'aventure un peu en disant ça, les discussions sont plutôt constructives. Bon, mais tant que j'ai pas vu le texte final, donc voilà, ça fait des années qu'on discute sur la revue de Solvency 2. Je ne rêve pas de changer des sujets, c'est des choses fondamentales. Et je pense que Solvency 2 est un framework fondamentalement utile. Donc, je trouve qu'il faut le préserver. Préserver également les modèles internes. J'en profite pour faire petit commentaire sur ce sujet. Et donc, c'est un modèle utile. Ça a eu un vrai impact en termes de risk management dans les sociétés. Et on voit que d'autres pays, notamment en Asie, veulent nous copier. Et ils nous copient. Et même jusqu'en Chine. Ils nous copient tout en étant un peu moins rigoureux, un peu moins exigeants, etc. Mais je veux dire, le cadre général est bon. Donc, préservons ce cadre général. On a avec cette donc l'Union européenne peut être prescripteur de normes. Donc l'Union européenne peut être absolument, l'Union européenne peut être prescripteur de normes. Alors sur Solvency 2, c'est plutôt le cas, mais on voit qu'encore une fois en Asie, en Angleterre, etc., ils veulent faire un peu la même chose en moins exigeant. Donc on va avoir une compétition réglementaire, parce qu'aujourd'hui il y a une compétition réglementaire. Donc il faut quand même surveiller ça, parce que ce sont nos concurrents. Je suis un peu moins optimiste sur le fait qu'on soit prescripteur de normes sur les données. GDPR, c'est très bien, mais je vois pas les Chinois, les Américains adopter GDPR. Je m'arrête là. Merci monsieur. Donc une question sur les données et l'analyse statistique. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour Frédéric? Oui, Rémi Leca, ACPR. Donc en termes jusqu'où aller dans l'utilisation donc des données, de l'intelligence artificielle en matière de tarification. Jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut pousser cette utilisation? C'est une question vachement difficile, hein, parce que ça pose la question de jusqu'où on mutualise. Et je vais prendre, ça va dans la direction de votre question, mais je vais prendre un exemple, un des premiers sujets qui était sur ma table chez Insurance Europe, qui est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est un sujet sur lequel on a légiféré en France, et les compagnies d'assurance n'ont pas été ruinées. Alors évidemment, on segmente moins. Quand on met en œuvre quand on vote une loi sur le droit à l'oubli. Donc je parle de droit à l'oubli, là en l'occurrence, le débat c'est le droit à l'oubli pour les personnes qui ont eu un cancer. Il y a assez peu de pays européens où il y a le droit à l'oubli. Dans les discussions sur le droit à l'oubli qu'ont mené mes prédécesseurs, l'industrie de l'assurance s'est arc-boutée contre le droit à l'oubli. Parce que ça fait peur, parce qu'on se dit qu'on va prendre des mauvais risques, et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que
autant je suis pour la segmentation des bons et des mauvais risques, qui est quand même la base de l'assurance, fondée sur les comportements, autant je suis favorable au droit à l'oubli pour les personnes qui ont eu un cancer. Alors après, on peut discuter du nombre d'années, etc. Au fond, le sujet de l'AI et des données, ça rejoint largement ça. C'est-à-dire jusqu'à quel point on segmente, micro-segmente, analyse les comportements des assurés, des clients, etc. Et c'est une réponse politique. C'est une réponse politique, c'est une réponse de société. Donc c'est pas à moi, compagnie d'assurance, de donner cette réponse. Et là encore, c'est une question d'équilibre entre une mutualisation absolue qui est la fin de l'assurance, si je puis dire, ou une micro-segmentation absolue qui est aussi la fin de l'assurance. Et on voit la difficulté, c'est que on avait donné des réponses au cours des années, au cours même du siècle précédent, et que ces réponses sont mises en cause par ce sujet de une analyse des données de plus en plus puissante, par des sujets relatifs à l'intelligence artificielle. Donc ça oblige à nous réinventer, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une réponse politique et de choix de société, et c'est pas tant un débat techno qu'un débat mutualisation ou pas, et jusqu'où je veux mutualiser ou segmenter. Madame devant. Merci. Guylaine Alajoanine, Institut de France. Donc, Silver Valley, Silver Economy, télémédecine. Ma question est aussi sur l'intelligence artificielle, sur les data. J'oserais dire autant d'audace que de prudence. Vous l'avez très bien dit, vous avez parlé d'état d'esprit. Encore, il faudrait conjuguer le cartésien et le pascalien. C'est peut-être pour ça que c'est aussi compliqué. On dit très souvent DA, DC égale VA. Données ciblées égale valeur ajoutée. Ne croyez-vous pas qu'on devrait rentrer dans le système des data, justement dans un système, on sait très bien où est la ligne jaune, dans un système de bac à sable, c'est laisser jouer là un petit peu pour savoir où ça va aller, mais au bout du bout, il faut quand même qu'il y ait une limite. Alors, où situez-vous la limite? Alors, je réagis d'abord sur le sujet plus facile. Vous avez cité la Silver Economy, parce que j'ai pas cité dans tout mon exposé le sujet de la dépendance, qui reste un non-dit en France et partiellement en Europe incroyable. C'est-à-dire, je me suis concentré sur la retraite, qui est le grand sujet du moment, mais la dépendance est un autre très très grand sujet qu'on n'arrive pas à traiter. Et j'aime bien, mais je le redis, on a peu de certitudes dans ce bas monde, mais on a quand même des quasi-certitudes démographiques. La démographie à 50 ans, ou même, ça ne ment pas, ou quasiment pas. Donc, on sait qu'on va se prendre le mur. Et notre incapacité à réagir alors qu'on sait qu'on va se prendre le mur, c'est assez faramineux. Pardon. Ensuite, je viens sur votre deuxième. Oui, juste une statistique. J'ai su, quand je présidais la Fondation pour la recherche médicale, finalement, j'ai fait venir les gens de l'INSEE et c'est fin 2015 qu'on a vu la courbe passer où il y a plus de seniors que de juniors. En fait, un senior naît toutes les 37 secondes et un junior toutes les 42 secondes. Oui, absolument. Donc ça, c'est... l'histoire des 50 prochaines années est écrite, mais on n'arrive pas à traiter le sujet. Pour revenir, j'ai l'impression que sur le sujet des données, vous et moi, on dit exactement la même chose, c'est-à-dire un peu de bac à sable, parce qu'il faut expérimenter,
faut comprendre, il faut savoir où on va, il faut trouver les use cases, il faut, etc. Et à la fin de la fin, il faut des lignes jaunes. On est d'accord. Hein. Alors encore, moi, je sais pas exactement où sont les lignes jaunes. Mais il faut évidemment des lignes jaunes en termes de privacy. Il faut des lignes jaunes en termes de comment ce qu'on segmente ou pas, jusqu'où on peut segmenter. On n'a jamais vraiment eu ce débat. C'est-à-dire qu'on a tout de suite été vers des positions très radicales sur ce qu'est la privacy et comment on doit gérer ça. On n'a pas le passage par le bac à sable. J'aime bien votre expression du bac à sable, je la reprendrai, tiens, dans mes débats à Bruxelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais justement aborder la question du bac à sable avant qu'elle soit abordée à l'instant. Il y a au moins un pays et un secteur dans lequel le bac à sable a quand même déjà été expérimenté, sont les amis de la Banque d'Angleterre sur un certain nombre de produits du secteur bancaire. Alors, une question, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience anglaise en la matière, justement, à laisser de la latitude jusqu'à un certain point à un certain nombre d'acteurs de prendre des initiatives sans que justement il y ait immédiatement une réglementation? D'abord, une boutade, il faut reconnaître que les Anglais sont différents. Moi, je trouve que c'est très dommage qu'ils aient quitté l'Europe. Je pense que dans le contexte actuel, il faut qu'ils reviennent progressivement, mais ils sont différents. C'est pour ça qu'ils sont intéressants. Je suis pas un grand fan de ce qu'ils ont fait dans le secteur de l'assurance. Les Anglais ont inventé l'assurance. Pour faire simple. Aujourd'hui, 2025, il y a, alors à part cet animal étrange qui s'appelle les Lloyds, il n'y a plus de grandes compagnies d'assurance internationales en Angleterre. C'est fou. Ils ont réussi à tuer toutes leurs grandes boîtes d'assurance. En partie par la réglementation. Il y a une réglementation drastique, notamment en assurance vie, mais pas seulement, fait qu'aujourd'hui, il y a plus de grands assureurs anglais. Donc, les Anglais peuvent être pragmatiques et le bac à sable, c'est un truc qu'ils aiment bien, mais de temps en temps, ils savent aussi être complètement radicaux et extrémistes. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a plus de grandes sociétés, il y a plus de grandes compagnies d'assurance anglaises. Si j'oublie ça un moment, sur la technologie, par exemple, sur un certain nombre d'autres sujets, j'aime bien leur approche qui est de dire, et quand je dis il faut expérimenter avant de réglementer, ça vient d'eux. Hein. C'est vraiment un concept anglo-saxon et anglais. Et ça, j'aime bien ce qu'ils font. Et donc là, je trouve qu'on devrait réapprendre d'eux. Mais je suis prudent, encore une fois, parce que, mais c'est pareil pour les Américains, ils savent être parfois un peu extrémistes. Alors je vous cite, j'ai relu ce week-end une bonne citation de Churchill, je l'avais oublié, je lui ai dit ça en souriant, qui disait, vous la connaissez, hein, on peut compter sur les Américains pour faire les choses justes après avoir essayé toutes les autres. Je trouve que j'aime bien. Bon là, ils sont un peu dans toutes les autres là. Et sur les Britanniques, dont on a toujours loué le pragmatisme, ils ont quand même réussi à faire le Brexit au moment où il fallait pas le faire. Et ils ont réussi à faire le Brexit, absolument. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une réponse en nuance. J'aime bien leur expérimenter avant de réglementer, mais enfin, ils ont été extrémistes dans un certain nombre de domaines. J'imagine qu'il y a d'autres questions, donc je vais redonner la parole à la dernière, parce qu'il faut oui, alors, à 10h moins 5. Alors, c'est pour moi. Et je la double. Un, sur l'union de l'épargne et de l'investissement,
on a rebondi sur l'enjeu du label. C'est vrai que il y a 20 ans, on avait inventé les OPCVM. Il faut qu'on réinvente un truc de cette nature pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, qui est au cœur des travaux de la EFR, qui est les enjeux de supervision. Donc est-ce que une supervision unique ne crée pas un marché, mais en même temps ça crée une dynamique et ça permet quand même d'harmoniser la façon dont les acteurs sont régulés, et tout en ayant en tête cette distinction que j'ai beaucoup appréciée, qui est de distinguer le B2B qui peut être mondial et le B2C qui est forcément dans le domaine de l'assurance une dimension très locale. Et puis on n'a pas parlé un sujet qui est quand même un tout petit peu en haut de l'actualité, qui est Omnibus. Et à propos d'Omnibus, je veux revenir sur ce que vous avez dit sur l'état d'esprit que vous souhaitez de la part du législateur européen, à commencer par son initiateur, la Commission européenne. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que dans les sujets que la EFR surveille, les deux grandes initiatives de cette commission, c'est Omnibus et donc sur la réécriture from scratch, ou à peu près en un jour, de CSRD, et la consultation sur l'Union de l'épargne et de l'investissement. D'un côté, on a ce processus très ouvert de consultation, 93 pages, j'ai pas compté le nombre de questions, qui va associer les acteurs, etc. Et de l'autre, au nom de un point du rapport Draghi, qui est la simplification, on a un truc qui tombe, avec le risque de remettre quand même en cause. Alors, je dis pas qu'il faut pas simplifier dans le domaine du reporting extra-financier, mais on a quand même un animal qui risque de remettre en cause des objectifs que l'Union européenne avait en termes de développement durable, qui étaient, je dis pas que tout le monde allait nous copier, mais qui quand même pouvait être un référent utile dans les désordres climatiques et de durabilité qu'on connaît. Donc, pour mettre en œuvre votre état d'esprit, ça peut pas être que des projets pilotes. Donc, comment est-ce qu'on évalue cette stratégie de la Commission où, du jour au lendemain, on propose une réécriture de ce qui était une bonne base? Je suis désolée, ça fait deux questions un peu. En 5 minutes, ça va être dur. Bon, je commence par supervision. Alors, supervision, aujourd'hui, le débat en Europe, c'est un peu le jardin d'enfants, c'est-à-dire que j'ai un régulateur qui est dans mon pays, donc je veux lui donner plus de pouvoir. Donc c'est l'ESMA, c'est l'EIOPA, etc. C'est un peu comme ça que ça se décide. Nous, en France, donner plus de pouvoir à l'ESMA, on est pour. Donner plus de pouvoir à l'EIOPA, on n'est pas pour. Je caricature un peu. Alors nous, de façon générale, je parle que de l'EIOPA. On n'est pas pour donner plus de pouvoir à l'EIOPA. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un système mixte avec l'EIOPA et une réglementation qui reste largement nationale. Bon, d'abord, nous, en France, ça fonctionne assez bien, la réglementation de l'assurance. Mais par ailleurs, ce qu'on n'arrive pas à faire en Europe, c'est, et on l'a vu pour les banques, c'est de faire l'un ou l'autre. Et on n'arrive pas à se décider sur vraiment qui fait quoi et où sont les responsabilités. Et comme il y a des débats politiques, finalement, à la fin des fins, il y a à la fois un régulateur européen et un régulateur national. Et donc, il y a un régulateur européen qui devient de plus en plus fort et invasif, mais on n'a rien retiré ou quasiment rien retiré au régulateur national. Moi, dans un monde idéal, si j'étais sûr du point d'atterrissage, avec une bonne gouvernance, etc., avoir un régulateur unique, pourquoi pas? Mais on n'a pas démontré qu'on savait faire. Parce que c'est pas comme ça que ça marche en Europe. En Europe, il y a des banquiers parmi vous, il faut parler aux banquiers. C'est quand même affreux, la réglementation bancaire. Mais quand même, sur libre prestation de services, c'était utile de renforcer les pouvoirs des IOPA. Oui, alors sur la libre prestation de services, je trouve que c'est utile, absolument. Oui. Parce que c'est vraiment un sujet. Cas d'usage. Non, mais c'est un bon cas d'usage.
parce que c'est vraiment un sujet pan-européen. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune confiance dans notre capacité à renforcer les pouvoirs de l'EIOPA tout en simplifiant et en faisant un truc plus efficace. Voilà. Parce qu'on n'a jamais démontré qu'en Europe on savait faire. Et encore une fois, je vois l'exemple des banques et on n'a vraiment pas démontré qu'on savait faire. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que demain on va devenir géniaux. Mais je n'y crois pas. Sur Omnibus, d'abord Omnibus va quand même dans la bonne direction de façon générale. Je vois bien votre question de bottom-up, top-down. Hein. Alors nous, Insurance Europe, on pousse avant de réglementer à ce qu'il y ait des bonnes études d'impact. C'est un peu mon truc du bac à sable, hein, c'est de dire essayons d'expérimenter d'abord, on appelle ça études d'impact. Peut-être, mais là j'exprime un point de vue personnel, que dans un certain nombre de domaines limités, il faut un peu de top-down pour aller vite. Si c'est raisonnable, si on a confiance dans... Parce que l'Europe à 27, c'est dur d'avancer quand même. Moi, je le vois même Insurance Europe. Insurance Europe, c'est nos associations européennes atteindre des consensus à 27, mais c'est dingue. Donc, de temps en temps, peut-être, mais là, j'exprime une opinion personnelle. Donc, de façon générale, il faut des études d'impact. De temps en temps, dans un certain nombre de domaines, un peu de top-down, c'est peut-être utile si on veut accélérer les choses. Cher Frédéric de Courtois, un immense merci parce que je crois que vous avez parfaitement répondu à la commande et puis vous nous donnez matière à réflexion pour de futurs travaux de l'AEFR. Donc on part, j'allais dire moins bête, en tout cas plus éclairé sur les enjeux de l'assurance. On vous souhaite plein de succès à la fois comme directeur général adjoint d'AXA et comme président d'Insurance Europe. Et sachez que l'AEFR est aussi un endroit où on peut essayer de réfléchir et d'approfondir certains sujets où on a l'impression que on manque d'éléments critiques par rapport à une façon d'aborder des sujets, notamment au niveau européen. Donc, tout à fait ouverte et intéressée pour poursuivre cet échange. Et un grand merci aussi pour le soutien d'AXA à l'activité de l'AEFR. Merci beaucoup.